Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le 5 mars, c'est jeudi. On est même le 5 mars 2026. Je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast. Le français c'est facile avec Adrien. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une expression que j'adore, c'est prout-prout. Alors, ça c'est marrant. Je vous parlerai de ça tout à l'heure, de cette expression. Mais d'abord, on va commencer une série de podcasts sur l'histoire de France. Il y a plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois, j'avais parlé de ce projet. Je vous avais parlé de ma volonté de faire plusieurs épisodes sur l'histoire de France. Eh bien, on commence aujourd'hui. Donc pour ceux qui veulent bien comprendre l'histoire de France, il faut commencer avec le podcast d'aujourd'hui. Demain, je continuerai à vous raconter l'histoire de France. Après-demain, ce sera une fable de La Fontaine. Donc là, on va mettre pause et on reprendra après cette fable l'histoire de France. Donc, on va commencer par le commencement. Donc déjà, je vais définir ce que j'appelle la France. Quand je parle de la France, je parle du territoire français actuel. La France ne s'est pas toujours appelée comme ça. Avant, ça s'appelait la Gaule. Et encore avant, ça s'appelait autrement. Donc, quand je vous parle de la France, c'est l'espace actuel. Donc délimité au sud par l'Italie et l'Espagne, à l'est par la Suisse, l'Allemagne, la Belgique, et au nord, c'est la mer. Donc ça, c'est la France, c'est le territoire français. Et on va commencer l'histoire de France avec les hommes préhistoriques. Néandertal, Cro-Magnon, les hommes du néolithique. Mais là-dessus, il n'y a rien de très intéressant à dire. Pourquoi ? Parce que nous n'avons aucun écrit, aucune preuve de ce qu'il s'est passé. Il aurait pu y avoir des choses intéressantes. Sauf que il n'y avait pas l'écriture à l'époque, évidemment, et donc on n'a pas de preuves. Donc on va passer rapidement là-dessus. Ensuite, on arrive avant Jésus-Christ. Et là, la France est occupée successivement, d'abord par les Celtes. Les Celtes, c'est une population qui occupait à l'époque une grande partie de l'Europe, qui n'était pas l'Europe forcément, mais c'est pour vous situer où vivaient les Celtes. Donc les Celtes occupaient une partie de l'Europe actuelle, plutôt France, Allemagne, Pologne, Suisse, Slovaquie, toute cette partie-là de l'Europe. Et donc ils vivaient aussi en France. Ensuite, la France, qui était la Gaule à l'époque, était occupée par les Romains. Il y a énormément de choses aujourd'hui, des habitudes, des objets, des monuments, plein de choses qui sont un héritage de l'Empire romain. Là, on parle à peu près du IIe siècle avant Jésus-Christ, donc avant l'an 0. Et d'ailleurs, il y a une bande dessinée française très connue qui date de cette époque. Enfin, non, elle est actuelle, mais elle parle d'éléments qui se passaient à l'époque. Et c'est bien évidemment Astérix et Obélix. Je vous ai fait une bande dessinée, pas une bande dessinée, une vidéo sur ça, sur ma chaîne YouTube, que vous pouvez aller regarder pour apprendre, pour mieux comprendre le français. Donc Astérix et Obélix vivaient avant Jésus-Christ avec les Romains, sous domination romaine.
Et ensuite, on a eu des peuples qui sont venus d'Europe du Nord et d'Europe de l'Est. Et c'est un des chefs d'un de ces peuples qui va devenir le premier roi de France. Je vais vous parler de ça juste après, mais avant, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous savez d'où vient le mot France? Est-ce que vous connaissez l'origine de ce mot? Eh bien, le mot France vient d'un peuple d'Europe centrale et d'Europe du Nord, un peuple germanique qui s'appelait les Francs. Ce peuple qui avait le nom de Francs, ça a donné le nom France. Les Francs et la France, vous voyez que ça se ressemble énormément. Et donc, le chef des Francs, à l'époque, s'appelle Clovis. Peut-être que vous, si vous avez un peu étudié ou si vous connaissez un peu l'histoire de France, vous connaissez ce roi Clovis. Eh bien, c'est ce roi qui va unir les différentes tribus, les différents peuples qui vivent en France, et surtout, c'est le premier roi qui va être baptisé. Baptisé, ça veut dire qu'il va devenir catholique, il va devenir chrétien, puisque à l'époque, la religion catholique est la religion, entre guillemets, l'unique religion présente en France, où elle a une part très importante dans le système à l'époque français, dans ce qui était à l'époque la France. Et donc ce roi, il va avoir l'intuition, il va avoir l'idée de se faire baptiser pour unir les peuples, pour unir la religion et l'autorité. Son autorité de roi, son pouvoir de roi va être uni avec la religion. La religion catholique va donc soutenir le roi, et c'est grâce à ça que les peuples de France vont être unis. Et ce roi Clovis, il est connu donc pour avoir été le premier roi de France, le premier roi des Francs, et il est aussi connu à travers le vase de Soissons. C'est une histoire très connue de l'histoire française qu'on raconte aux enfants quand on leur enseigne, quand on leur apprend l'histoire de France. Et vous me voyez venir, eh bien je vais vous raconter cette petite histoire de Clovis et du vase de Soissons. Alors c'est quoi déjà un vase? C'est un récipient dans lequel on va mettre des choses. On peut mettre des fleurs, on peut mettre des objets. Bon, en tout cas c'est un récipient. À l'époque c'était un récipient en bronze. Donc le bronze c'était assez résistant. Et Soissons, dans le vase de Soissons, c'est une ville. C'est une ville qui existe encore aujourd'hui et que vous pouvez tout à fait aller visiter. Alors, désolé pour ceux qui habitent Soissons, mais c'est pas très joli. Il y a des choses plus jolies à voir en France. Mais bon, si l'histoire du vase de Soissons vous intéresse, vous pouvez aller là-bas. Donc c'est quoi cette histoire? En fait, à l'époque, pour bien comprendre, il faut que je vous explique comment étaient distribués les trésors suite à une victoire de guerre. On distribuait les choses, les trésors, les objets, l'argent, de manière équitable, avec des parts égales pour tout le monde, et c'était tiré au sort. Le sort décidait de qui aurait quoi. Et suite à la victoire de Clovis et de ses hommes sur l'empereur romain, eh bien, comme d'habitude, les trésors ont été partagés entre les soldats. Et Clovis fait une demande. Clovis demande, en plus de sa part, qu'on puisse lui donner ce vase.
le vase de Soissons. Pourquoi Clovis voulait faire ça? Pourquoi Clovis voulait ce vase? Parce qu'un représentant de l'Église lui avait demandé, un représentant avait demandé à ce qu'on puisse lui rendre ce vase. Et donc Clovis, lui, qui voulait unir l'Église et son pouvoir, voulait rendre ce vase comme symbole. Donc il demande à ses soldats qu'on puisse lui donner ce vase. Tous les soldats sont d'accord, c'est le chef, donc on est d'accord, sauf un soldat. Ce soldat, il n'est pas d'accord avec Clovis. Et pour montrer son désaccord, il va mettre un coup de hache sur le vase. Il va essayer de briser le vase en désaccord avec Clovis. Mais le vase ne se casse pas. Il est abîmé, mais il n'est pas cassé. Finalement, Clovis rend le vase à l'église, mais bien sûr un peu abîmé. Et 1 an plus tard, Clovis, en passant devant ses hommes, en passant en revue ses troupes, il retombe sur le soldat qui s'était opposé à lui. Et à ce moment-là, Clovis lui fait des violents reproches. Le roi Clovis prend l'arme du soldat et jette son arme par terre. Il jette sa hache par terre. Le soldat se baisse pour récupérer sa hache. Et là, Clovis prend son arme et abat son épée sur la tête du soldat. Il tue le soldat qui s'était opposé à lui. Et en faisant cela, Clovis montre son autorité, montre son pouvoir, montre une vengeance qui intervient 1 an après. Donc le message qui est passé auprès des troupes, auprès du peuple, c'est Clovis n'oublie pas, Clovis se souvient, Clovis est un roi puissant. Et là, vous avez appris l'histoire du premier roi de France et du vase de Soissons. Est-ce que ça vous a intéressé? Alors, comme je n'ai pas de réponse de toute façon, j'en aurai peut-être dans les commentaires YouTube, mais je continuerai demain à vous expliquer l'histoire de France, à vous raconter, en essayant de rendre ça intéressant, en essayant d'introduire quelques petites anecdotes, quelques petits faits intéressants pour que vous puissiez écouter du français et par la même occasion apprendre la création de la France. Et maintenant, deuxième partie du podcast, on va parler de c'est prout-prout. Je me marre parce que j'adore cette expression. C'est prout-prout. Alors, déjà, est-ce que vous savez ce que c'est un prout? Un prout, c'est un paix. Un paix, c'est quoi? C'est de l'air qui sort par les fesses, pour le dire simplement. Donc ça sent très mauvais. Ça s'appelle un paix. Et pour les enfants, ça s'appelle un prout. C'est une onomatopée. Le mot prout imite plus ou moins le bruit du paix. Et ici, dans l'expression, on dit 2 fois prout. On dit c'est prout-prout. Alors je vais vous expliquer directement ce que ça veut dire, parce que c'est impossible à deviner sinon. Parfois, dans les expressions que je vous présente, vous pouvez deviner selon les mots ce que ça veut dire. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. Donc je vais vous expliquer. C'est prout-prout, quelqu'un de prout-prout, c'est quelqu'un qui est trop distingué, qui fait des manières, quelqu'un qui est hautain, une personne
Hautaine, c'est quelqu'un qui en fait trop, qui est maniéré, qui a des manières, qui, par exemple, rigole d'une façon aiguë et tout le temps, qui, quand elle boit son thé ou son café, elle va mettre le petit doigt en l'air, qui va avoir peur de salir ses vêtements. C'est ça, avoir des manières, être maniéré, c'est ça, être prout-prout. Regardez l'image du podcast, vous voyez une femme avec une robe qui date d'un temps ancien, d'un autre temps, d'une autre période. Elle a un diadème sur la tête. Un diadème, c'est un bijou en forme de couronne. Elle a plein d'autres bijoux. Franchement, il n'y a rien qui va dans cette image. Il y a des lustres affreux au plafond qui sont très chics, qui ont l'air de valoir très cher. Il y a un sol en carreau. Rien ne va. Cette image, elle est prout-prout. La femme sur cette image, elle fait prout-prout. Elle a l'air d'être maniérée, d'être distinguée, de faire très attention à elle. Elle a du vernis à ongles, elle a du rouge à lèvres, elle a du mascara, un peu trop d'ailleurs. Donc c'est ça, être prout-prout. Mais c'est pas forcément sur une personne. Ça peut être aussi un objet. Ça peut être aussi, par exemple, un restaurant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais aux États-Unis, tous les restaurants chics, tous les restaurants gastro, très chics, ont des prénoms français. Peut-être que les Français font prout-prout. En tout cas, ce sont, des restaurants hyper chics, avec du beau monde, avec des rideaux très épais, avec de belles nappes toutes blanches, avec plusieurs fourchettes et plusieurs couteaux pour chaque plat. C'est un restaurant très classe. C'est tellement classe que c'est trop. C'est trop classe. C'est trop chic. C'est prout-prout. Est-ce que vous comprenez un peu? Je sais pas si c'est clair. C'est assez difficile à expliquer en vrai, hein. Bon, j'espère que c'est assez compréhensible. Je vais essayer de vous donner d'autres exemples pour que vous compreniez. On va parler du français avec la différence entre le tu et le vous. Je pense qu'avec votre niveau de français, vous connaissez, on dit tu à des personnes qu'on connaît bien, à des amis, à de la famille, à des personnes qui ont peut-être le même âge que nous, mais qu'on ne connaît pas très bien. Bref, pour dire tu, il faut que ce soit des personnes qu'on connaît. Et quand on dit vous, ce sont des personnes qu'on ne connaît pas. On s'adresse à des personnes qu'on ne connaît pas forcément. Vous, mes auditeurs, eh bien je vais employer le vouvoiement. Sauf si, dans un commentaire, un auditeur, un abonné, va me tutoyer. À ce moment-là, je vais aussi dire tu. Je vais tutoyer. Il n'y a aucun problème. Mais de base, je dis vous. Donc ça, c'est la différence entre le tu et le vous. Donc vous avez compris qu'en famille, on se tutoie. Moi, je dis tu à mes parents, je dis tu à mes sœurs, je dis tu dans ma famille proche, mais il y a des familles où les parents vouvoient leurs enfants et les enfants vouvoient leurs parents. Un enfant de 8 ans, 15 ans ou même un adulte de 30 ans qui dit vous à ses parents, franchement, c'est bizarre. Ça fait trop chic, trop distingué. Ça fait prout-prout. Donc de vouvoyer ses parents, personnellement, je trouve que ça fait prout-prout. Est-ce que vous comprenez un petit peu le sens? Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de vous dire? En anglais, ça se dit hoity-hoity. Je connaissais pas. J'avoue que j'ai regardé bien sûr sur internet
la traduction de ces prout-prout parce que je ne la connaissais pas. Et apparemment, c'est hoity-hoity. Ça veut dire distingué, hautain, qui fait des manières. Ça veut dire en fait prout-prout. Cette expression, elle est un peu familière, puisque forcément, on va utiliser le bruit d'un paix. Donc, vous pouvez la dire en famille, avec des amis, avec des connaissances, des collègues de travail, pas de problème, mais évitez de dire ça à votre patron, à votre professeur, à quelqu'un que vous ne connaissez pas, ça sera un peu spécial. Demain, nouvelle expression française, mettre de l'huile sur le feu, et je vous continuerai l'histoire de France. Je continuerai de vous raconter ce qu'il s'est passé depuis Clovis. Donc depuis à peu près les années 400-500, donc la première moitié du premier millénaire, 400-500 ans après Jésus-Christ. J'espère que ça vous a intéressé. En tout cas, moi, c'est bien. Ça me fait réviser l'histoire de France. Ça me fait réviser ce que j'ai appris à l'école primaire et au collège et au lycée. Et donc, on se retrouve demain pour la suite de tout ça. À bientôt. Bye bye, hasta luego. Et la leja, matane.